Aujourd'hui, on ne va pas définir de pays de départ pour notre histoire. Vous allez voir que notre récit va être amené à bouger dans plusieurs localités. Suède, Royaume-Uni et Afrique du Sud notamment. Mais je vous rassure tout de suite, je vais faire le maximum pour qu'on s'y retrouve. Vinod et Nilam Indosha forment un couple depuis un certain temps maintenant. Ils sont indiens d'origine et ont résidé de nombreuses années en Ouganda. Ils ont été expulsés du pays par le pouvoir en place dans les années 1970, comme de nombreuses familles d'ascendance asiatique. Le président ougandais de l'époque, Idi Amin, avait une haine profonde envers les personnes originaires de ce continent et pensait qu'il détruisait le pays. Les citoyens concernés avaient 3 mois pour quitter le pays, sous peine d'être expulsés un peu plus violemment s'ils ne le faisaient pas. Le couple Indosha décide de s'établir en Suède et d'y fonder une famille. Vinod est ingénieur dans l'électronique et Nilam se trouve de petits emplois pour aider son mari à subvenir aux besoins du foyer. Elle a notamment fait de la cueillette de fruits et plein de petits boulots. Annie Indosha, leur fille, est née le 12 mars 1982 à Mariestad en Suède. La jeune fille grandit au sein de cette même ville où elle s'épanouit. Elle a un frère Anish et une sœur Ami. Annie est une femme souriante, brillante, que l'on qualifie également d'insouciante. Elle encourage ses proches à profiter de la vie en chaque instant. Un truc que je dis bien souvent aussi. Ouais, faut profiter de cette vie. Elle est courte, donc faut profiter de chaque instant et au mieux avec les personnes qu'on aime. En 2006, Nilam, la maman, est diagnostiquée d'un cancer de l'utérus à l'âge de 55 ans. Annie, qui se trouve à l'université, prend une année afin de pouvoir prendre soin d'elle. Il était hors de question pour elle de laisser sa mère sans assistance pendant cette épreuve terrifiante. Ici, je trouve ça magnifique le comportement de la jeune Annie. Ça nous rappelle à quel point il est important de prendre soin de nos mères. On n'en a qu'une et elle avait raison, c'est important d'en prendre soin. La mère de famille est d'une force incroyable et soutenue par ses proches, elle se bat vaillamment contre la maladie. Au fil du temps, l'état de santé de Nilam finit par se stabiliser. Et heureusement. Et quelques temps plus tard, Annie Dewani reprend et termine ses études avant de rentrer dans la vie active. Là, elle travaille en tant que conceptrice de produits. Par la suite, elle se rend en voyage d'affaires à Londres en 2009. Elle fait la connaissance de Shrien Dewani par le biais de relations communes. Ils découvrent que leurs familles ont une histoire assez similaire. La famille du jeune homme de 30 ans vivait également en Ouganda avant les expulsions. La famille Dewani s'est installée au Royaume-Uni après avoir séjourné quelque temps au Kenya, là où la famille a monté une société de maisons de retraite réputée. Les parents Prakash et Snila Dewani ont 2 autres enfants en plus de Shrien. Ce dernier demeure à Bristol, où il participe à la direction de l'entreprise avec sa fratrie, mais il dispose aussi d'un pied à terre dans la capitale anglaise. L'entreprise familiale étant prospère, le trentenaire est millionnaire. Les 2 jeunes gens apprennent à se connaître pendant le séjour d'Annie. Ils s'apprécient beaucoup et on se demande même si c'était pas le coup de foudre. Annie retourne en Suède au bout de plusieurs jours et une relation à distance se met en place entre Shrien et elle. C'est de cette manière que les sentiments amoureux vont naître. Ainsi séparés, ils n'ont pas d'autre choix que de se parler à distance. On imagine ici beaucoup d'SMS échangés et de nombreux appels. Mais après plusieurs mois, la jeune femme ne supporte plus d'être séparée de l'homme qu'elle aime. Elle pose sa démission et s'envole pour Londres où elle rejoint Shrien en mars 2010. Ce dernier demande Annie en mariage au bout de 3 mois de vie commune. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est pas un peu trop rapide. En tout cas, les familles, elles, étaient très heureuses de cette décision. Le couple est parfaitement assorti, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elles désapprouvent le mariage. Les préparatifs se mettent en place, le mariage entre Annie et Shrien a lieu le 29 octobre 2010 et se poursuit tout au long du week-end. Il se déroule à Mumbai, ville très importante en Inde dans le quartier chic de Powai. Et petite anecdote, Mumbai c'était anciennement Bombay. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le nom a changé entre temps. Voilà. La cérémonie traditionnelle est magnifique et le lieu de réception est somptueux. Les invités sont subjugués par les festivités et les mariés sont aux anges. Une nouvelle vie s'offre à eux et c'était un véritable bonheur. Comme beaucoup de leurs proches n'ont pas pu assister à la cérémonie, Annie et Shrien envisagent d'organiser une nouvelle réception l'année suivante. Shrien va s'occuper de tout ça et prépare la lune de miel du couple. C'est décidé, le voyage aura lieu en Afrique du Sud en novembre 2010. Les jeunes mariés s'envolent pour le Cap, la capitale, et là-bas ils reprennent directement un vol afin de se rendre au parc national Kruger, qui est une réserve animalière. Ils y demeurent 4 nuits avant de retourner à la capitale. Shrien et Annie font la connaissance d'un chauffeur de taxi.
Il s'appelle Zola Tongo. Et c'est lui qui va les conduire jusqu'au Cap Grace Hotel, un palace prestigieux où ils ont prévu de séjourner. Ils décident de prendre le contact du chauffeur afin de faire appel à lui pour leur prochaine visite. Le lendemain soir de leur retour au Cap, Annie et son mari ont pour projet de découvrir une taverne du township de Gugu Laitue. Oui, Gugu Laitue. Le nom est un peu spécial, je vous l'accorde. Ils n'ont pas choisi le nom le plus stylé, que voulez-vous que je vous dise? Bref, ils veulent se rendre à Gugu Laitue pour y passer un moment authentique. Alors pour info, c'est un coin décrit comme dangereux, là-bas il y a de la pauvreté, de la criminalité, et eux, ils veulent y passer un moment authentique. Avant de penser à cette destination, je t'avoue qu'il y avait les Maldives avant, ou je sais pas moi, des îles paradisiaques en Grèce. Enfin bon, pourquoi pas, après tout. C'était quand même très bizarre de vouloir se rendre dans un bidonville pour vivre un moment authentique. J'aimerais d'ailleurs émettre un raisonnement ici, si vous le permettez. Et je pense ici qu'ils ont dû être prévenus que ce n'était pas une bonne idée de se rendre là-bas. Donc c'est encore plus bizarre. Shrien et Annie venaient d'un milieu aisé, en particulier Shrien. Donc c'était assez dangereux de se rendre là-bas à mon sens. Comme je l'ai dit, un moment authentique dans un bidonville, c'était plutôt étrange. Le 13 novembre 2010, le couple se trouve dans le taxi de Zola Tongo. Le chauffeur les conduit dans un petit restaurant où le couple dîne en amoureux. Le couple est récupéré quelques temps plus tard et la voiture prend le chemin de Gugu Laitue. Mais là, c'était pas faute de prévenir, il va se passer ce qui va se passer et c'est pas étonnant à vrai dire. Le véhicule est pris dans un carjacking à une intersection. Deux hommes armés s'introduisent dans le taxi avec de sombres dessins en tête. Le chauffeur de taxi est contraint de sortir après avoir conduit Annie et ses ravisseurs pendant 20 minutes. Le jeune marié est jeté par la fenêtre arrière du véhicule. Après que son portable lui a été arraché, ils l'ont poussé hors du véhicule. Ils lui ont aussi volé sa montre ainsi que son portefeuille. Annie est gardée sur la banquette arrière et disparaît avec les deux inconnus. La police est contactée par un passant suite à cet événement surréaliste. Le mari n'a pas eu le temps de s'interposer afin de sauver sa jeune épouse. Le taxi était déjà parti à toute vitesse. Shrien, le jeune marié, est dans tous ses états. Et tu m'étonnes, ce qu'il vient de vivre est juste horrible. Voir celle que tu aimes se faire enlever juste devant tes yeux, j'imagine pas la sensation qu'il a dû avoir. Le lendemain, le taxi est retrouvé avec le corps d'Annie au niveau de la banquette arrière. La jeune femme a une blessure à l'arrière de la tête, causée par une arme à feu. Plusieurs objets appartenant à Annie ont été volés. Un bracelet, son sac à main ainsi que son portable. La scène de crime ressemble à un enlèvement ayant mal tourné. Annie avait seulement 28 ans au moment de sa mort. Une autopsie est réalisée sur le corps de la victime. Annie n'a pas été violentée ni agressée sexuellement. La jeune femme a des ecchymoses au niveau d'une de ses jambes, laissant entendre qu'elle s'est débattue, certainement pour quitter le taxi et retrouver son mari. Elle a été tuée par une balle dans la nuque qui a également traversé sa main. Le médecin légiste sud-africain suppose qu'Annie s'est protégée sur la banquette arrière alors que l'assaillant armé tournait son arme dans sa direction. Donc ici, il faut imaginer la victime dans cette posture, en train de se protéger de cette balle qui se pointe vers elle. Mesquina, à ce moment-là, je pense qu'elle savait que c'était terminé. Après ce terrible événement et la découverte de la mort d'Annie, l'enquête débute avec l'examen du taxi dans lequel le corps d'Annie a été retrouvé. Une empreinte de pomme isolée est analysée. Elle appartient à un homme nommé Xolil Mjeni. Et d'ailleurs ici, m'en voulez pas pour certains prénoms. Ils sont plutôt très durs à prononcer, donc m'en voulez pas. Et d'ailleurs restez bien focus, histoire de pas s'y perdre avec tous ces prénoms. Donc Xolil Mjeni est interpellé le 16 novembre, 3 jours après le décès d'Annie. L'homme est filmé au cours de son interrogatoire, durant lequel il reconnaît avoir participé au carjacking du taxi, de vol à main armée et d'enlèvement. Xolil révèle le nom de son complice. Mziwamadoda Kwabe dans l'attaque du véhicule. Il indique que ce dernier a tiré sur Annie, alors que la jeune femme luttait pour conserver son sac à main. Ici, je pense que malgré le danger, elle voulait coûte que coûte garder son sac pour appeler la police. Je pense que sur le coup de la peur, on ne réfléchit pas trop et elle a voulu absolument garder ses effets personnels. Elle a dû dire que même si elle cédait, ce serait foutu dans tous les cas. Mziwamadoda Kwabe est arrêté le lendemain de l'interpellation de Xolil Mjeni. L'homme affirme qu'il a été engagé à l'initiative d'un homme désireux de se débarrasser de son épouse.
Un réceptionniste de l'hôtel où séjournait le couple, Monde Mbolombo, est également entendu par les policiers. Il semble avoir participé au fait d'une certaine manière, sans que son rôle ne soit véritablement défini. Mziwamado Dakwabe, Xolil Mjeni et Monde Mbolombo se seraient rencontrés en prison suite à une demande des intéressés. Donc déjà ce petit rassemblement de ces trois mêmes individus, c'était encore plus bizarre. Le chauffeur de taxi Zola Tongo est arrêté par la police, après qu'on ait découvert qu'il avait reçu de l'argent de la part de Shrien, peu de temps après le drame. Il révèle avoir été payé une somme d'environ 1500 livres pour organiser cette excursion ainsi que l'attaque. À partir de ce moment, on sait que la mort d'Annie n'a pas eu lieu de manière accidentelle. Sa mort était prévue, tout était calculé. Le corps d'Annie Dewani est rapatrié au Royaume-Uni le 17 novembre après l'accord des autorités sud-africaines. Les funérailles de la jeune femme interviennent le 21 novembre en présence de ses proches. La plupart avaient assisté à son mariage, à peine un mois auparavant. Donc autant vous dire que le choc était immense. Annie Dewani est incinérée et ses cendres récupérées par sa famille. Les cendres seront dispersées 6 mois après les faits à Maristad, la ville où la jeune femme a vu le jour et grandi pendant plusieurs années. Shrien retourne également au Royaume-Uni après la mort de son épouse. Le jeune veuf est dans un triste état. Il souffre d'une forme de stress post-traumatique. Shrien bénéficie d'un soutien médical, en plus de celui de sa famille. Il fait déjà l'objet d'accusations, ce que son frère Prayen rejette avec virulence. L'homme est cependant arrêté le 7 décembre 2010 à Bristol par des agents de l'unité d'extradition. Les 3 suspects sud-africains le désignent formellement comme l'instigateur de l'opération. Les autorités sud-africaines souhaitent le traduire en justice dans l'affaire du meurtre de sa femme. La famille et l'avocat de Shrien le soutiennent par rapport à la situation. Pour eux, l'homme n'a pas pu organiser un tel plan. La mort de sa femme l'a mis dans un terrible état psychologique, donc ça ne pouvait pas être lui. C'est ce que sa famille pensait, mais c'est un peu trop facile du coup. Pendant ce temps-là, la justice d'Afrique du Sud poursuit les 3 hommes impliqués dans le crime. Zola Tongo plaide coupable de meurtre en décembre 2010. Et il est condamné à 18 ans de prison. Lors de sa détention, il se tient parfaitement. L'homme est finalement placé sous liberté conditionnelle le 21 juin 2022, après avoir effectué 12 ans de sa peine. Zola Tongo avait tenté de sortir 2 années auparavant, mais la famille d'Annie s'y était opposée. L'homme doit se tenir à un quotidien et une hygiène de vie stricte établie par la justice. Il poursuit sa détention à domicile et doit faire des travaux d'intérêt généraux. Il lui est interdit de consommer de l'alcool et la moindre drogue. Le chauffeur de taxi Zola Tongo devra aussi être suivi par un psychologue. Sa libération va très mal passer du côté de la famille Indosha. L'homme avait encore 6 années de prison à faire, mais il est déjà sorti. Pour Ashok Indosha, l'oncle d'Annie, cela était un affront. C'est dire aux criminels sud-africains que quoi qu'il arrive, ils pourront sortir bien avant la fin de leur condamnation. Avec son frère Vinod, il était venu à la rencontre de l'homme en prison, afin de lui poser des questions. Les entretiens avec les 3 hommes n'avaient mené à rien. Ça n'a strictement servi à rien. Ici, quand on sait que la famille d'Annie réside en Suède, c'était un sacré voyage que Vinod et Ashok entreprenaient pour aller en Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs voyages de ce type, et s'il y a eu plusieurs rencontres avec Zola Tongo. Mais ici on peut souligner le courage de la famille. C'est sans rappeler Nilam, la maman d'Annie, qui malgré son cancer et la contre-indication des médecins, avait assisté à des audiences du procès de Shrien. Concernant Mziwamado Dakwabe, il plaide coupable à son tour en août 2012 pour meurtre, enlèvement, vol et possession illégale d'armes à feu. Il sera condamné à 25 ans de prison. Il devait être jugé conjointement à Xolil Mjeni, mais ce dernier ayant de graves soucis de santé, un procès a eu lieu pour lui seul. Xolil Mjeni est jugé et reconnu coupable de meurtre en novembre de la même année. L'homme a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau en 2011. À ce moment, il était déjà en détention préventive. L'état de santé de Xolil se dégrade en juin 2014. Sa demande de libération pour raison médicale est refusée le mois suivant. L'homme va finir par mourir le 18 octobre 2014 à la prison de Goodwood au Cap. Le comportement de Shrien suite à la mort de son épouse est à se poser de nombreuses questions. On a parlé un peu plus tôt de l'argent donné au chauffeur de taxi, ce qui est déjà une action suspecte. Shrien s'était inscrit en 2004 sur un site pour faciliter les rencontres entre hommes. L'homme n'a pas cessé de consulter le site de rencontre, alors qu'il était en lune de miel et même un jour après la découverte du corps d'Annie. Il continuait de se connecter les jours suivants.
Des témoignages révèlent que Shrien a eu recours à des prostituées hommes alors qu'il était déjà engagé auprès de celle qui deviendra son épouse. On imagine à ce moment-là un scénario où le jeune marié souhaitait se débarrasser d'Annie, ne supportant pas sa nouvelle situation maritale. Ici, on est vraiment dans une histoire de dingue. Ça fait 2 semaines qu'elle est morte, t'es censé être le plus triste au monde, et toi, tu penses déjà à la remplacer. Si ça, c'était pas bizarre, dites-le moi. Quand je vous disais que cette affaire est un putain de bourbier, eh ben c'est pas pour rien. Cette affaire est remplie de vices, de mensonges, de tromperies. Enfin, il y a beaucoup de choses vraiment sombres. La justice sud-africaine souhaite rapatrier Shrien sur son vol en vue d'un procès. Il est accusé d'enlèvement, assassinat et vol avec circonstances aggravantes. L'intéressé refuse cette situation. Il ne veut pas faire de procès. Et de toute façon, pour lui, il n'était pas en état de le faire. La Haute Cour de justice de Londres bloque la procédure en mars 2012, compte tenu de la fragilité de l'accusé. Shrien est extradé vers l'Afrique du Sud le 7 avril 2014, ce qui est un soulagement pour la famille d'Annie. L'homme était hospitalisé à Bristol et avait entrepris des démarches pour ne pas avoir à retourner en Afrique du Sud. La Haute Cour de Londres a accordé l'extradition du trentenaire à condition qu'il soit renvoyé au Royaume-Uni si sa santé venait à se détériorer. Les 3 hommes impliqués dans le carjacking, les 2 assaillants et le chauffeur de taxi, doivent témoigner au cours de l'audience de Shrien Dewani. Mandé Mbolombo, le réceptionniste de l'hôtel Cap Grace, fait également partie des témoins. L'homme a obtenu une immunité pour son témoignage. Il est dévasté par ce qu'il a fait, lui qui avait assuré être innocent au départ. Shrien, quant à lui, est accompagné d'un médecin et d'une infirmière jusqu'au Cap. S'il est directement conduit au tribunal pour audience, il ne supporte pas cette situation. L'avocat de l'accusé met en avant dès le départ que son client est bisexuel et qu'il a entretenu des relations tarifées avec des hommes. Malgré cette information, il refuse de concéder que son client n'aimait pas son épouse. Ici, pour eux, il ne s'agissait en aucun cas d'un mariage arrangé. Annie et Shrien se sont rencontrés par le biais d'amis et ils ont maintenu le lien pendant des mois avant que la jeune femme ne vienne vivre à Londres. Mais la double vie de Shrien est révélée. Il a eu recours à des prostituées hommes alors qu'il était en couple avec Annie. L'accusé aurait caché cette part de sa vie car il venait d'une famille hindoue conservatrice. Shrien est notamment habitué à consulter un site de rencontre, sur lequel il a un profil depuis de nombreuses années. Son activité en ligne est détaillée, en particulier dans les jours précédents et suivants le sort d'Annie. La famille de cette dernière est sous le choc. Et tu m'étonnes après tout ce qu'ils viennent de découvrir. Qui ne le serait pas sérieux? C'est tout simplement choquant. Ta fille qui a été trompée, manipulée, tuée... C'est beaucoup trop. La famille est persuadée que la jeune femme n'aurait jamais épousé Shrien si elle avait été informée de tout ça. L'accusé est incapable de témoigner au cours de son procès. Il est transféré à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Valkenberg de la ville. La nouvelle audience est reportée au 12 mai. L'affaire dans les médias est relayée comme le meurtre à la lune de miel. Quand l'audience reprendra un peu plus tard dans l'année, on revient sur l'épisode durant lequel Shrien Dewani aurait donné de l'argent à Zola Tongo. Rappelez-vous, quand il a donné de l'argent au chauffeur de taxi, Zola Tongo. Pour moi, ce geste, c'était la goutte de trop. Il était évident que le chauffeur de taxi avait un rôle dans cette histoire, surtout après avoir reçu cette somme d'argent. Si l'homme renseigne qu'il s'agit du paiement pour la participation dans la mort d'Annie, ce n'est pas ce qu'affirme la défense de Shrien. Ce dernier avait payé ce qu'il devait au chauffeur de taxi, qui avait fait plusieurs courses pour le couple. Le fait qu'il lui ait donné de l'argent après la mort d'Annie était entre guillemets une mauvaise coïncidence. Effectivement, voir le mari d'une victime de meurtre donner de l'argent à un autre homme peut porter à confusion. Mandé Mbolombo, le réceptionniste de l'hôtel, prétendait au départ n'avoir joué aucun rôle dans cette affaire. Malheureusement, ou plutôt heureusement, il est rattrapé par sa conscience. Il se sent terriblement coupable d'avoir participé au complot visant Annie Dewani, et il va supplier le mari de révéler ce qu'il a fait. Shrien n'avouera rien. Il n'avouera absolument rien. Nilam Indosha, la maman d'Annie, se remettait tout juste de son cancer quand elle a su ce qui était arrivé à sa fille. La mère d'Annie assiste à quelques audiences lors du procès de son gendre. Les médecins l'ont invitée à se ménager pendant cette période, mais il est impossible pour elle de ne pas faire face à cette situation. La mère d'Annie est d'ailleurs terriblement choquée face aux déclarations de l'avocat de Shrien au sujet de l'état de santé de son client. Elle déclare d'ailleurs la chose suivante. L'avocat de Shrien n'arrête pas de dire sa santé, sa santé, sa santé. Est-ce qu'il pense à notre santé?
Shrien Dewani, longtemps considéré comme suspect, est innocenté le 9 décembre 2014. L'opinion publique est divisée face à cette décision. Le juge a estimé que les preuves de l'implication de Shrien étaient insuffisantes, en particulier le témoignage de Zola Tongo. La famille d'Annie n'accepte pas ces explications. Elle est toujours en attente de réponses concernant certains faits. Des téléphones portables utilisés par les suspects n'ont jamais été retrouvés, ce qui aurait peut-être été crucial pour l'enquête. Personne ne comprend pourquoi Annie a été tuée. Mondo Mbolombo est déclaré non coupable des accusations portées à son encontre en 2014. Le tribunal sud-africain indique qu'il a été piégé. L'homme revient sur ces faits bien plus tard, dans un documentaire retraçant les étapes de l'affaire. Il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et il est loin d'être fier. Il a pu bénéficier d'une immunité grâce à l'aide qu'il a apportée à la police. Ici, je suis assez dubitatif concernant le rôle de ce quatrième homme. Il ment en prétendant n'avoir rien fait, puis ensuite il va dire qu'il a fait finalement des choses. C'est tellement pas cohérent, pourquoi il aurait menti de la sorte? Enfin bon, la famille d'Annie est toujours aujourd'hui en attente de réponse. Entre les Sud-Africains impliqués et le veuf, elle est persuadée que de nombreux éléments ont été passés sous silence. Elle a lancé plusieurs appels à Shrien afin de comprendre, mais ses demandes sont restées sans réponse. Le mari d'Annie n'a plus voulu rencontrer les proches de son épouse. Il n'a parlé d'elle qu'une fois publiquement, après que la juge ait statué de son innocence. Shrien Dewani a retrouvé l'amour auprès d'un photographe brésilien, après avoir été blanchi de toute accusation. Il s'est rendu avec son nouveau conjoint à Mumbai, ville même où il avait célébré son mariage avec Annie quelques années plus tôt. Ici, je trouve que c'est un peu glauque de retourner dans la même ville où il a fait son mariage avec Annie. Soit c'était une destination de prédilection, soit il en avait strictement rien à foutre. Perso, si un tel drame s'était produit, t'as trop de souvenirs qui remontent à la surface. Tu peux pas faire ça dans le même lieu. Lui, il faut croire qu'il s'en foutait. La famille Ndosha apprend d'ailleurs le voyage entrepris par Shrien et son nouveau conjoint. C'est un déchirement de savoir vers quelle destination le couple s'est envolé. Le père s'exprime à ce sujet. Il est allé à Mumbai avec son petit ami. Et cela nous fait très mal. C'est là que Annie l'a épousé. J'aurais pensé qu'il garderait cette place dans son cœur. Surtout pour se souvenir. Mais non, il y va avec son amant et le fait parader. Je déteste le jour où il l'a épousée. Et je ne pourrai jamais voir Mumbai avec les mêmes yeux. Shrien avait demandé la main d'Annie à son père. Et il lui avait assuré qu'il n'y aurait pas de relation sexuelle avec sa fille avant le mariage. La démarche de l'époque prend un autre sens aujourd'hui, maintenant que des révélations sont tombées au cours du procès. Si la famille a accepté la décision de la justice, comme quoi Shrien n'avait rien à voir avec le meurtre, elle ne comprend pas pourquoi l'homme n'a jamais pris le temps de venir à leur rencontre. La perte d'Annie est un déchirement, et la plus simple activité lui rappelant la disparue est difficile. L'homme s'est toutefois exprimé par le biais d'une lettre transmise au coroner de Londres en novembre 2016. Il réitère ses dires par rapport aux personnes impliquées dans le carjacking du taxi où il se trouvait avec son épouse 6 années auparavant. Pour lui, jamais il n'a planifié la mort d'Annie. Ils ont tenté de le piéger. Il écrit qu'il est lui-même dans le questionnement suite aux événements survenus ayant conduit à la mort d'Annie et a le même ressenti que la famille de cette dernière. Les 3 accusés ont passé des accords avec les autorités pour bénéficier de réduction de peine contre des preuves tangibles contre lui. Shrien avait été innocenté car les preuves n'ont pas permis une inculpation. Il est donc toujours en liberté et mène une vie paisible comme si toute cette histoire n'avait jamais existé. Bryan Kohberger est né le 21 novembre 1994 à Albrightsville en Pennsylvanie. Et je vous arrête de suite, je vous vois venir avec votre regard et votre écoute insistante sur le nom de famille. C'est comme ça que ça se dit, Kohberger, Kohberger. Donc je le dis à l'américaine, parce que c'est comme ça que ça se dit. De toute façon, je vais pas le dire comme ça, Kohberger, ça va trop me faire penser à de la... Bref, ça va trop me faire penser à de la bouffe, donc voilà. Je continue. Donc je disais, Bryan Kohberger est le plus jeune enfant et fils unique de Michael. Son père a 67 ans et sa mère Marianne en a 62. Avec ses 2 sœurs aînées, Amanda et Melissa, le jeune Bryan a été élevé en grande partie dans la ville de Effort. Par la suite, toute la famille a déménagé dans une communauté privée d'Indian Mountain Lake à Albrightsville. Tout au long de l'enfance de Bryan, ses 2 parents travaillaient pour le complexe scolaire de Pleasant Valley. Certains articles mentionnent que Michael, son père, avait été agent d'entretien pour le complexe de 2006 à 2019. Concernant Marianne, sa mère, elle était une paraprofessionnelle. Elle aidait les élèves ayant des besoins spécifiques jusqu'en 2020 environ.
Ceux-ci sont décrits comme très aimables par leur entourage. Ils offrent à leurs enfants une éducation plutôt chrétienne. Et ils sont issus de ce que l'on nomme la classe moyenne américaine. Étant donné le travail de ses parents, c'est donc tout naturellement que Brian étudie au lycée de Pleasant Valley. Certains de ses proches le décrivent à ce moment-là comme un adolescent terre-à-terre et en surpoids à la fin de sa première année. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour lui parce que les différences quand tu es enfant, c'est terrible. Tout ce qui est harcèlement quand tu es trop maigre, trop gros, juste un peu différent. Et les enfants, c'est des monstres, ils sont trop fourbes. Donc je pense que c'était une phase un peu dure pour lui. Mais au fil des ans, son état physique et son état mental connaissent beaucoup de changements. Selon les mots de l'un de ses anciens amis, Nick McLaughlin, Brian aurait perdu un nombre de kilos considérable et serait devenu plus mince qu'un rail. Mais ce n'est pas tout. Associé à ça, le jeune homme est devenu plus agressif dans sa personnalité. Nick et lui avaient été des amis pendant leur adolescence. Ils passaient alors la moitié de leur journée au lycée et l'autre moitié à suivre des cours de chauffage et de climatisation dans une école professionnelle du comté de Monroe. À côté de tout ça, Brian s'était mis à suivre des cours de boxe. Et selon Nick, il avait hâte de mettre ses nouvelles compétences à profit. Il voulait se déchaîner sur un ring ou dans la vraie vie, on ne sait pas vraiment. Mais Nick va raconter la chose suivante. Il a toujours voulu combattre quelqu'un, il intimidait les gens. Nous avons commencé à le couper de notre groupe d'amis parce qu'il n'était pas celui que nous connaissions. Il était devenu une personne très différente. Il ajoute qu'un tel changement de personnalité était une surprise totale et un mystère pour eux. L'amitié ne tiendra malheureusement pas sur le long terme. Brian ne va pas changer sa nouvelle personnalité qui semble lui convenir parfaitement. À l'école, il n'y a rien à dire, Brian excelle. Ses notes sont très satisfaisantes et il gravit les échelons sans problème particulier. Il obtient son baccalauréat en 2013. Pour se faire un peu d'argent en même temps, Brian travaille dans l'ancien complexe de son lycée, comme ses parents. Là-bas, il y est engagé comme agent de sécurité. En parallèle, il intègre l'université privée et catholique de DeSalle, à quelques dizaines de minutes de chez lui. Là-bas, il étudie la psychologie durant quelques années. Sa scolarité se déroule a priori convenablement. Ses notes sont toujours aussi bonnes et Brian se fait quelques nouveaux amis. En 2020, il obtient sa licence de psychologie. Puis ensuite, il entame une maîtrise en justice pénale. Il a alors environ 26 ans. En 2021, alors au cœur de son cursus, Brian met un terme à son emploi d'agent de sécurité, puis consacre son temps à étudier. Il s'intéresse énormément au contenu des cours et travaille en parallèle sur un sujet qui le taraude. Il se demande comment les émotions et les traits psychologiques peuvent influencer la prise de décision lors de la perpétration d'un crime. Dans le même temps, sur Reddit, un site web communautaire américain de discussion et d'actualité sociale, l'utilisateur du nom de Bryan Kohberger apparaît. Et un sujet est posté sur le forum par ce dernier. Ce sujet mentionne une recherche pour une étude universitaire et qu'un recrutement pour participants à la recherche est mis en place. Aujourd'hui, les messages ont été supprimés et la police ne saurait dire si ce profil correspond bien à notre Brian. Car même si cet utilisateur s'est identifié comme un étudiant en justice pénale à DeSalle et que cela paraisse évident au premier regard, tout cela reste encore à prouver. Au printemps 2022, le jeune homme décroche finalement sa maîtrise. Ses parents sont très fiers de son parcours et voient que leur aîné ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour cause, il envisage de s'inscrire à la prestigieuse université d'État de Washington, à l'autre bout du pays afin de poursuivre son cursus. Dans sa ligne de mire, le doctorat en criminologie. Ses parents acceptent et le voilà parti pour la capitale. Pour le moment, vous devez penser que Bryan Kohberger n'a strictement rien de suspect et vous avez raison. Quand on creuse son parcours, il ne semble pas avoir le profil d'un quelconque tueur psychopathe, à l'image de ceux dont nous avons déjà pu parler dans d'autres vidéos. C'est un étudiant relativement sérieux et impliqué, inséré socialement bien qu'un peu solitaire, et ayant manifestement des projets pour sa vie future. Ce qu'il y aurait d'éventuellement équivoque dans la personnalité de Brian, c'est son comportement. Dans son université de DeSalle, c'est un garçon suffisamment brillant pour être devenu à un moment l'assistant d'une des éminentes professeurs de criminologie. Si l'on en croit les articles écrits à ce sujet, Brian aurait eu à plusieurs reprises l'occasion de noter ses camarades de classe, ou plutôt de donner son avis sur leurs travaux d'une façon entre guillemets officielle. Et selon certains de ses camarades d'élèves, Brian avait une curieuse façon de noter. Dans un premier temps, il était plutôt très sévère dans sa manière de donner ses appréciations. Dans un second temps, il pouvait lui arriver d'exprimer certains airs de défi avec les autres étudiants. Il semble avoir un tempérament relativement affirmé. Il ne laisse pas passer beaucoup d'émotions à travers son regard froid. Mais cette attitude ne fait pas forcément de lui un tueur en série.
Ou alors si c'est le cas, il y en aurait beaucoup autour de nous. De façon positive ou non, les apparences peuvent être interprétées de manière trompeuse. À Washington, Brian effectue son premier semestre avec brio. Il a bien choisi ses études qui semblent le passionner et il s'est fait quelques connaissances. Le jeune homme de 28 ans semble s'être lancé pour une scolarité prometteuse. Mais comme vous vous en doutez, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Quelque chose d'horrible va se produire et nous, on va le découvrir. Nous sommes le 13 novembre, dans une ville de l'état d'Idaho du nom de Moscou, à seulement 15 minutes de la Washington State University. Des étudiants sont en train de rentrer de chez eux après une soirée. Il est environ 2 heures du matin et la soirée a été bonne. Il est maintenant temps pour eux d'aller se reposer. Ils rejoignent leur colocation, une maison dans laquelle ils vivent à environ 5 étudiantes. Cette nuit-là, ils sont 6 dans la maison. Kyle Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle, son petit ami Ethan Chapin et leur chien. Il y avait aussi Bethany Funk et enfin Dylan Mortensen. 2 heures passent et tout le monde est couché ou presque. Une des étudiantes, Xana, est encore sur son téléphone. Elle est en train de commander quelque chose. Quelques instants plus tard, on sonne à la porte. C'est une livraison de nourriture. Xana récupère sa commande et remonte dans sa chambre pour manger, puis se recoucher. Une de ses colocataires l'entend jouer avec son chien, puis plus rien. Le calme revient dans la maison, mais pas pour longtemps. Quelques minutes vont passer lorsqu'une des colocataires du nom de Dylan Mortensen se réveille soudainement. Elle pense avoir entendu une de ses amies des chambres voisines, qui se nomme Kyle, avoir posé une question. « Il y a quelqu'un ici ?» Cette phrase dite relativement fort à 4 heures du matin ne rassure pas Dylan. Elle s'empresse d'ouvrir la porte de sa chambre pour faire quelques pas dans la maison obscure afin de s'assurer que personne n'est là. Mais tout est silencieux, elle ne voit personne. Elle retourne donc dans sa chambre, mais une nouvelle fois, un son vient troubler la tranquillité de la maison. Cette fois-ci, Dylan est sûre de ce qu'elle entend. Ce sont des pleurs, et elles proviennent de la chambre de Xana Kernodle. À nouveau, Dylan s'aventure hors de sa chambre pour écouter attentivement. Les pleurs continuent, et tout d'un coup, une voix, celle d'un homme. Il prononce une phrase difficile à comprendre, qui semblerait à « Ça va ? Je vais vous aider ». Mais en entendant cela, Dylan ne panique pas. Il se dit que c'est peut-être Ethan. Dans une déclaration faite plus tard, la police dira que cette voix et ses pleurs auraient pu provenir également du téléphone de Xana. Des historiques de son portable montrent qu'elle utilisait l'application TikTok à environ 4h12 du matin. Bref, reprenons, Dylan retourne se coucher pour la 2e fois. 5 minutes plus tard, un bruit sourd est entendu dans la maison. Ensuite, il y a des gémissements. Cette fois-ci, le chien se met à aboyer. Dylan se lève une 3e fois, bien décidée à comprendre ce qui se passe. Mais alors qu'elle s'aventure dans le couloir, son corps se fige, son sang se glace. Face à elle, une ombre massive. Elle se rapproche. Dylan est épouvantée. Elle ne peut plus bouger ni prononcer le moindre mot. Mais ses yeux et son cerveau fonctionnent correctement. Elle est bien éveillée et peut distinguer que c'est un homme qui est face à elle. Il est habillé tout en noir et son visage masqué ne laisse apparaître que ses yeux et ses sourcils broussailleux. Il est plutôt grand et maigre, de carrure légèrement athlétique. L'homme passe juste à côté d'elle sans sembler lui prêter attention. Il va maintenant vers la porte-fenêtre coulissante. Dylan reprend ses esprits et court s'enfermer dans sa chambre. La nuit passe et étrangement, celle qui s'est retrouvée face aux visiteurs nocturnes n'a toujours pas appelé la police. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de Dylan à ce moment-là. Je pense qu'on se doute tous qu'elle a eu peur à ce moment-là. Et que cette peur était si intense qu'elle l'aurait peut-être assommée de fatigue. Ou alors peut-être qu'elle n'a simplement pas réalisé la gravité de ce qui venait de se passer. Toujours est-il qu'au matin du 13 novembre, la plupart de ses colocataires sont toujours dans leur chambre. Seules Bethany Funk et elle sont levées. Il est maintenant presque midi et toujours ce silence pesant provenant des autres chambres. À 11h58, elle décide finalement d'appeler le 911. Ici, il n'est mentionné nulle part dans les articles de presse que les 2 jeunes filles de 21 ans étaient déjà au courant de ce qui s'était réellement passé durant la nuit, avant que la police n'arrive. Mais si Kyle, Madison, Xana et Ethan sont silencieux depuis des heures, ce n'est malheureusement pas parce qu'ils dorment. En pénétrant dans leur chambre, la police fait de macabres découvertes. Ils ont tous été poignardés. C'est une véritable horreur. La maison est déclarée scène de crime et une enquête est directement ouverte. Beaucoup de sang est retrouvé et un objet intéressant, un étui de couteau. Mais le couteau reste introuvable.
Les premiers témoignages à être recueillis sont ceux de Bethany et de Dylan. Avec émotion, elles expliquent tout ce qu'elles savent, surtout Dylan. Elles vont raconter tous les détails de ce qui s'est passé cette nuit, les bruits, les pleurs, la voix, puis la rencontre avec l'homme habillé en noir. La police collecte tous ces précieux renseignements afin d'établir la chronologie que nous connaissons désormais. Le meurtre aurait donc eu lieu entre 4h et 4h25. Les caméras du voisinage ont également enregistré certains bruits nocturnes, attestant les dires des deux étudiantes. Les aboiements du chien et le bruit sourd vers 4h15. Un détail légitime dérange cependant la police. Le temps de réaction de Dylan. Il trouvait ça bizarre. Elle dit avoir été nez à nez avec l'homme en noir et d'avoir été figée. Sans être nécessairement un assassin, il aurait pu être un cambrioleur, donc il trouvait ça louche. En fait, ce qu'il trouve bizarre ici, c'est qu'à ce moment-là, elle n'a pas choisi d'alerter qui que ce soit. Donc c'était très bizarre à leurs yeux. Et franchement, je pense que ça se comprend, parce qu'on aurait tous appelé les flics à ce moment précis. Parce qu'un homme vêtu de noir chez toi, crois-moi, soit c'est Mogo Junior, soit c'est la police, directement. Donc là, le fait qu'elle ne les appelle pas, il y a de quoi se poser des questions. Et pourtant, il n'y a pas réellement d'explication à cela, seulement des hypothèses. L'alcool encore présent dans le corps, la peur, ne pas savoir quoi faire ou peut-être même le déni. On peut aisément imaginer que Dylan et Bethany s'étant levés tard et essayaient plusieurs fois de frapper aux portes des chambres de leurs colocataires. Mais n'ayant aucune réponse et repensant à l'homme de cette nuit, elles auraient eu peut-être peur de découvrir ce qui se cachait derrière ces portes. Ce qui les aurait poussées à appeler des amis pour obtenir un avis extérieur à l'attitude qu'il fallait adopter. Elles ont seulement 20 ans, tout comme leur ami défunt. Elles n'ont probablement jamais été confrontées à ce genre de choses. Mais ce ne sont que des suppositions. On n'a aucun article qui donne des détails précis à ce sujet. Tout ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que les deux jeunes filles coopèrent avec les autorités et qu'elles sont rapidement écartées de tout soupçon. Une source policière l'affirme en ces termes. Nous sommes vraiment convaincus que Dylan Mortensen n'a pas d'implication avec les événements tragiques du 13 novembre. Nous regardons les faits à travers le prisme d'adultes rationnels. Et parfois, certaines choses n'ont pas vraiment de sens. Mais c'est une fille de 20 ans, et nous ne savons pas ce qu'elle faisait, si elle avait peur. C'est la conclusion de la police, du moins pour l'instant. Comme nous le disions en début de vidéo, l'enquête n'est toujours pas terminée. Sur le lieu du massacre, les médecins légistes font maintenant leur travail depuis plusieurs heures. Des échantillons ADN sont prélevés et étudiés. Bientôt tout le quartier est interrogé. Certains font allusion à une berline blanche, peut-être la même que celle filmée par les caméras de surveillance. Les investigations avancent à grands pas. Il y a déjà quelques éléments concrets que la police espère suffisants pour débusquer le ou les coupables. Un ADN qui n'appartient ni à aucun étudiant, ni à un individu déjà fiché vient d'être identifié par le labo. Les bandes d'enregistrement des caméras sont toutes récupérées, afin de retracer l'itinéraire de la berline blanche. Le travail est minutieux, mais il finit par apporter des réponses. Il s'avère qu'aux environs de 4h25 du matin, et donc peu après la rencontre de Dylan avec l'homme en noir, la fameuse berline, une Hyundai Elantra blanche pour être exact, est enregistrée en train de rouler près de la maison des étudiantes à vitesse élevée. Elle semble quitter la zone, donc les voisins disaient vrai. Une heure plus tard, vers 5h25 du matin, la même voiture blanche est filmée par 5 caméras de surveillance publiques de Pullman, ainsi que sur le campus de la Washington State University. Peut-être qu'il y avait d'autres pistes et d'autres indices à explorer ici, mais la police reste encore pour l'instant discrète sur ces éléments. Quoi qu'il en soit, plus d'un mois durant, la police est à la recherche de cette voiture. Pendant plus d'un mois, les familles des victimes et tous les habitants de la ville de Moscou verrouillent leurs portes à double tour. Cela n'arrive pas qu'aux autres. L'assassin est encore en liberté et il peut frapper de nouveau à tout moment. En plus du traumatisme des tueries, cette situation est très difficile à vivre pour beaucoup. Pendant ce temps, dans l'état voisin de Washington, Brian Kohlberger continue d'aller normalement à l'université. Mais ses camarades notent quelques comportements étranges. Brian a l'air différent de d'habitude. Déjà, il laisse pousser un peu sa barbe. Un des étudiants l'a ainsi décrit comme étant, comme qui dirait, moins soigné, alors qu'habituellement, il était plutôt rasé de près. Attendez une seconde, ça veut dire que moi avec ma barbe là, que je laisse pousser un petit peu, je suis pas soigné? On va pas s'entendre, hein. L'étudiant là, attends-toi. Bref, j'arrête mes bêtises, on reprend. Il y avait certes sa barbe, mais pas que ça. L'étudiant en criminologie ne donne pas l'impression qu'il a envie d'être là. Il semble préoccupé, voire démotivé. Son caractère est plus incisif. Cela se ressent dans ses interactions avec les autres. En un mot, il n'a pas l'air du tout d'être bien.
Mais à nouveau, cette attitude nouvelle ne prouve rien. Le 15 décembre 2022, à exactement 15h50, un agent de police est posté sur un axe routier très fréquenté de l'État d'Indiana. Une voiture attire son attention. Elle est blanche et de marque Hyundai. Elle passe devant lui à vitesse élevée et elle est beaucoup trop proche des autres automobilistes. Il décide de l'arrêter pour procéder à un contrôle. Il se penche pour parler aux deux hommes présents dans le véhicule. Sa caméra embarquée est en train de filmer un jeune homme de 28 ans, Brian. À côté de lui, son père Michael. Ils rentrent tous les deux dans la maison familiale de Pennsylvanie pour quelques jours. La voiture de Brian est donc la même présente dans les enregistrements de vidéosurveillance. Mais l'agent sur le moment n'en tient absolument pas rigueur. Le lieu du crime est beaucoup trop loin, à des centaines de kilomètres. Il n'est peut-être même pas au courant que la police d'Idaho est en recherche active de ce véhicule depuis un mois. Ajoutons que cette voiture est relativement commune, ce qui rend la recherche probablement d'autant plus pénible. L'agent laisse donc repartir les deux hommes après un avertissement. Mais pendant ce temps, dans l'Idaho, la police a énormément avancé dans l'enquête. Le travail fourni a été colossal. En près d'un mois et demi, elle a reçu pas moins de 18 000 informations liées à l'enquête et a mené plus de 300 entretiens avec diverses personnes. Et au bout du compte, elle est enfin parvenue à retracer la piste d'un homme qui serait le propriétaire de la fameuse voiture. Un étudiant de la WSU de Washington, à seulement 15 minutes de Moscou et du lieu des assassinats. Ils ont maintenant son nom et son adresse. Il se trouve qu'en ce moment, il est retourné chez ses parents. Il faut agir vite, mais avec une grande prudence. Ainsi, le 30 décembre, de gros moyens sont déployés. Une équipe du raid est mobilisée en Pennsylvanie. Des policiers repèrent la voiture de Brian et la suivent jusqu'au domicile familial à Chestnut Hill Township. Là, ils se garent à distance et décident d'attendre patiemment pendant plusieurs heures. Ils sont là sans bouger, juste à observer de loin. Mais rien ne se passe, ni Brian ni ses parents ne se manifestent. À 1h du matin, ils décident de passer à l'action. Les agents du raid encerclent la maison et au signal, ils entrent. Les vitres des fenêtres sont brisées et les portes enfoncées. L'objectif, provoquer un effet de surprise, mais le plus important, que personne ne s'échappe. Et cela fonctionne. Brian Kohberger est arrêté, sous les yeux ébahis de sa famille et du voisinage. Rapidement, son ADN est comparé à celui retrouvé à Moscou, et les deux coïncident. Brian est emmené en détention provisoire. Pour la police, il devient le suspect numéro 1. La police le place en détention provisoire dans une prison du comté de Monroe, dans le même état de Pennsylvanie. Il se trouve que la police de l'université, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, les campus universitaires ont leur propre police. Ça, faut le savoir. Alors pas toutes, mais certaines. C'est assez surprenant quand on le sait pas. Donc la police de l'université a par la suite aidé les autorités à exécuter des mandats de perquisition dans le bureau de l'appartement de Brian, tous deux situés sur le campus Pullman de l'école. Mais malgré cela, à ce jour, la police recherche toujours l'arme des crimes. Sur certains médias américains, la famille d'une des victimes, Kyle Goncalves, déclare qu'elle ne connaissait pas Brian Kohberger. Il en est de même pour les autres familles qui n'avaient jamais entendu parler de cet homme. Les familles étaient heureuses, soulagées et reconnaissantes qu'une arrestation s'est produite. Le mardi 3 janvier 2022, Brian est auditionné devant un tribunal de Pennsylvanie. Il est vêtu d'une combinaison rouge et ses mains sont enchaînées devant lui. Son visage ne montre que très peu d'émotion. Au moment de son entrée dans la salle, sa famille est déjà présente et au premier rang. Sa maman et sa sœur se tiennent l'une à l'autre, ne pouvant s'empêcher de retenir leurs larmes, tant l'émotion est grande, et on peut les comprendre. Difficile d'imaginer être une seconde à la place de ceux qui partagent sa vie depuis sa naissance, pensant tout connaître de sa personnalité. Difficile d'imaginer le poids de cette incompréhension qui doit leur écraser le cœur. Un être que l'on aime plus que tout et que soudainement qu'on accuse de meurtre, de 4 meurtres. Chercher à comprendre cela en tant que parent, c'est se risquer à se heurter contre de déchirantes désillusions, et bien plus encore. Là, le verdict tombe rapidement. Brian va nier sans grande conviction, et ça va renforcer un peu le sentiment de culpabilité à son égard. Un peu plus tard, lorsqu'on lui demandera ce qu'il était venu faire dans la ville où les étudiants avaient été tués, car sa voiture y avait été aperçue, il répond en plaisantant « Le shopping est meilleur dans l'Idaho ». Est-ce que c'est une blague de mauvais goût sortie de la bouche d'un individu innocent qui sait qu'il ne risque rien, ou une provocation pure et simple venant d'un criminel qui a mentalement dérivé depuis longtemps, ou peut-être une réponse naïve et totalement à côté de la réalité. Cette vérité finira par se savoir, tôt ou tard. À part ça, aucun mobile semble n'avoir été évoqué. Du moins, c'est le discours des autorités pour l'instant. Ils ne connaissent pas encore la raison pour laquelle Brian a agi de la sorte,
Quoi qu'il en soit, c'est fait. Le nom de Bryan Kohberger est officiellement donné à la presse, qui s'empresse de le communiquer au public. Mais cette démarche a aussi un intérêt pour la police. Elle demande à tous ceux qui entendent cette histoire, et plus particulièrement à ceux qui connaissent cet homme, de se manifester auprès des autorités. L'important désormais est d'avoir le plus de renseignements sur lui, de signaler la moindre information qui pourrait aider les enquêteurs à comprendre le fond de cette histoire. La famille a déclaré qu'elle continuera à laisser le processus judiciaire se dérouler et qu'en tant que famille, elle continuera à aimer et soutenir leur fils et leurs frères. Au nom des victimes, la famille Kohberger a déclaré les choses suivantes. D'abord et avant tout, on se soucie profondément des 4 familles qui ont perdu leurs précieux enfants. Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer la tristesse qu'on ressent. Nos prières sont chaque jour pour ces familles. Aujourd'hui, Bryan Kohberger continue de nier ce qui lui est reproché. Il a été extradé dans l'Idaho, dans une prison de Moscou, à seulement quelques minutes du lieu des massacres. Son avocat, M. Labarre, dira les choses suivantes. M. Kohberger est calme. Il est impatient d'être exonéré de ses accusations et attend avec impatience de résoudre ses problèmes le plus rapidement possible. En outre, la famille Kohberger coopère pleinement avec les services de police, dans le but de rechercher la vérité et de préserver la présomption d'innocence de leur fils, en évitant les conclusions hâtives ou les hypothèses erronées. Il serait seul dans une cellule, surveillé 24 heures sur 24 par des gardes pour sa sécurité. Même avec un suspect inculpé, le travail des forces de l'ordre est loin d'être terminé, ont déclaré les procureurs. Ce n'est pas la fin de cette enquête. En fait, c'est un nouveau départ, dit l'un d'eux. James Fry est le chef de la police de Moscou. Il déclare que la loi de l'État de l'Idaho limite les informations qui peuvent être divulguées au grand public en attendant son jugement. Même si Bryan Kohberger est déclaré officiellement coupable par la justice, il risque gros. Les accusations qui pèsent sur lui le résument en quelques mots. 4 chefs de meurtre au premier degré, ainsi qu'un cambriolage. Et en Idaho, il faut savoir que la peine de mort existe encore. Pour terminer, voici une déclaration de l'université d'Idaho en deuil de ses 4 élèves. Les cours d'autodéfense, de vigilance, de sensibilisation au harcèlement, de relations saines et plus, ainsi que la distribution d'équipements de sécurité individuelle se poursuivront comme prévu. Du personnel de sécurité supplémentaire a été ajouté à l'équipe de sécurité de l'université. Et les forces de l'ordre locales augmenteront les patrouilles sur le campus et dans les quartiers voisins. Ainsi se termine l'affaire sur Bryan Kohberger. Déjà dans un premier temps, est-ce que pour vous il est vraiment coupable? Dites-moi. Est-ce que vous pensez que cet homme qui se tient là a pu commettre 4 meurtres aussi horribles? Parce que si tout le monde s'est trompé à son sujet, ça va faire un énorme scandale. C'est une affaire très sombre, encore remplie de zones d'ombre. Quand on ne sait pas toute la vérité, ça fait peur, je trouve. Enfin bon, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Sachez qu'il est fort possible que je réalise une suite à celle-ci. S'il y a du nouveau et que l'affaire prend une autre ampleur, je pense qu'une partie 2 sera nécessaire. Comme ça, je vous tiendrai au courant de tous les nouveaux éléments de l'enquête, etc. Concernant les 4 victimes, puissent-elles reposer en paix, et on souhaite beaucoup, mais beaucoup de courage aux familles qui traversent cette épreuve. Dieu sait à quel point ça doit être dur, donc beaucoup de courage, beaucoup de force. Mes amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle affaire. C'était Mogota.